Il existe deux types de passagers dans chaque avion. Ceux qui arrivent à destination épuisés, le cou raide, avec la sensation d'avoir tout juste survécu au vol. Et ceux qui descendent de l'avion détendus et reposés, sans avoir perdu une minute à fouiller dans leur sac. La différence ne tient pas à la classe du billet. Elle tient à ce qu'ils font, ou ne font pas, dès l'instant où ils montent à bord. Ce qui se passe dans les 5 premières minutes. Ces premières minutes après s'être assis sont plus importantes qu'il n'y paraît. Pendant que la plupart des passagers fixent leur téléphone en espérant que tout s'arrangera tout seul, le voyageur avisé règle déjà les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Premier point, l'appui-tête. Presque tous les avions en ont un réglable, avec des ailes latérales qui se replient vers l'intérieur pour soutenir le cou. La plupart des passagers n'y touchent jamais, et se demandent ensuite, à mi-vol, pourquoi leur nuque est douloureuse. Deuxième point, l'écran de divertissement. Il faut le tester immédiatement. Les écrans défectueux, sans son, figés ou avec l'écran tactile mort, sont bien plus fréquents qu'on ne le croit. Si le problème est signalé avant le décollage, l'équipage peut encore redémarrer le système ou changer le passager de siège. Passé ce moment, les options disparaissent rapidement. Troisième point, l'alimentation électrique. Beaucoup d'avions disposent de ports USB sous l'écran ou de prises électriques près du sol, mais certains ports sont lents ou incompatibles avec certains câbles. Vérifier tôt permet de chercher une alternative avant que l'appareil ne rende l'âme en plein vol. Et quatrième point, avant que le signal de ceinture ne s'allume, il faut avoir à portée de main tout ce dont on aura besoin pendant le vol. Écouteurs, câbles de chargement, eau, médicaments, quelque chose à lire. Une fois l'avion en mouvement, fouiller dans le bagage à main devient un exercice inconfortable pour toute la rangée. Le système du sac. Presque tout le monde fait la même erreur, tout entasser dans un seul sac et le glisser sous le siège. Résultat, on y plonge la main tout au long du vol, à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. La solution est aussi simple qu'efficace, un petit sac à l'intérieur du sac principal avec l'essentiel. Écouteurs, câbles, médicaments, snacks, mouchoirs, stylos. On le sort une fois, on le garde à portée de main et le problème est réglé. Après le décollage, si les conditions le permettent, ce petit sac peut être glissé légèrement en arrière, entre les jambes et le siège devant. Cela libère de l'espace pour étirer les pieds et présente un avantage supplémentaire. Si quelqu'un tente d'y glisser la main, il vous heurtera d'abord. Concernant le compartiment supérieur, l'erreur classique est de jeter ses bagages dans le premier espace libre, même s'il se trouve derrière son propre siège. À l'atterrissage, il faut alors remonter à contre-courant parmi les passagers pour le récupérer. Le plus judicieux est de choisir un espace juste au-dessus de son siège ou légèrement en avant. Ainsi, le sac reste visible et la sortie se fait beaucoup plus facilement. La fonction que presque personne ne connaît. Les sièges côté couloir cachent un détail que très peu de gens découvrent jamais. Sous la coudoir côté couloir se trouve généralement un petit bouton ou levier. En appuyant dessus, la coudoir se relève complètement. Cela offre plus de liberté de mouvement, facilite le fait de se lever pendant le vol et rend le siège bien moins étouffant sur les longs trajets. Il faut cependant rester vigilant. Sans la coudoir comme barrière, les chariots de service, les sacs et les passagers qui passent peuvent facilement vous heurter. Sur le choix du siège, chaque position a sa propre logique. Le siège hublot est idéal pour dormir. On peut s'appuyer contre la paroi, contrôler le store et ne dépendre de personne pour se lever. Le siège couloir offre une liberté de mouvement à tout moment, mais expose à des interruptions constantes et ne fournit aucun appui pour se reposer. Le siège du milieu offre le moins d'avantages. C'est pourquoi les couples expérimentés préfèrent souvent réserver 2 sièges couloirs en face à face plutôt que de coincer l'un d'eux au milieu. Dormir en classe économique, sans en souffrir, l'erreur la plus fréquente lorsqu'on essaie de dormir est la posture. S'affaisser vers l'avant sur la tablette, se tordre sur le côté, croiser les jambes ou appuyer la tête contre le siège devant soi, ce sont autant de stratégies qui garantissent de se réveiller dans un état pire qu'avant. La posture qui fonctionne le mieux est simple, siège légèrement incliné, jambes détendues et étirées vers l'avant, sans les croiser. On y ajoute un masque de sommeil pour bloquer la lumière et des écouteurs ou des bouchons d'oreille pour atténuer le bruit. Une astuce que beaucoup ignorent. Plutôt que de placer le coussin de la compagnie derrière la tête, il vaut mieux le positionner dans le bas du dos. Cela soutient la courbure naturelle de la colonne vertébrale et réduit considérablement les douleurs dorsales sur les longs vols. La tablette, en plus d'être peu pratique comme oreiller, est l'une des surfaces les plus sales de l'avion. L'éviter pour dormir est un conseil aussi bien ergonomique qu'hygiénique. Ce qu'on peut demander et que personne ne demande. Le chariot de boisson n'est pas la seule occasion de s'hydrater. À n'importe quel moment du vol, on peut demander de l'eau à l'équipage. Et cela fait une vraie différence sur la façon dont le corps supporte la déshydratation causée par l'air de la cabine, surtout sur les longs courriers.
Sur de nombreux vols, il est également possible de demander un café, un thé ou des boissons fraîches entre les services Primeros principaux, avec une demande courtoise et en choisissant le bon moment. Par ailleurs, sur certains vols long courrier, il existe un espace en libre service près de la cuisine arrière, avec de l'eau et des snacks disponibles. S'y rendre remplit deux fonctions à la fois. On obtient quelque chose à grignoter et on oblige son corps à bouger, ce qu'on apprécie particulièrement après plusieurs heures assis. Quant aux toilettes, la clé est l'anticipation. Les moments de forte affluence sont juste après le décollage, après le repas et, le pire de tous, juste avant l'atterrissage. Durant cette dernière phase, l'équipage peut déjà avoir commencé les préparatifs et demander à tous les passagers de rester assis. Celui qui y va avant la queue évite de se retrouver bloqué au pire moment, les dernières minutes avant l'atterrissage. Quand l'avion commence à descendre, beaucoup de passagers réagissent comme si l'atterrissage était une totale surprise. Ils bondissent, cherchent leurs câbles, fouillent dans leurs sacs, courent aux toilettes et réalisent que tout le monde a eu exactement la même idée au même moment. Celui qui voyage intelligemment agit en amont. Il va aux toilettes avant que la dernière vague ne commence. Il range ses affaires tranquillement, écouteurs rangés, câbles débranchés, déchets jetés, passeport à portée de main, téléphone dans la poche. Pendant que les autres s'agitent, ce passager est déjà prêt. Il profite également des derniers moments autorisés pour bouger un peu, se lever brièvement, s'étirer ou faire de petits cercles avec les chevilles depuis son siège. Après des heures en position assise, même ce léger mouvement aide à descendre de l'avion dans un meilleur état physique. Et lorsque les roues touchent le sol, il ne se lève pas d'un bond. Il reste assis jusqu'à ce que sa rangée puisse réellement avancer. Car se lever trop tôt ne mène qu'à passer plusieurs minutes courbé sous le compartiment supérieur, sans avancer, avec les épaules qui tirent. Au final, tout le monde sort presque en même temps. La différence, c'est qui arrive à destination sans ce stress inutile. Le vrai secret des voyageurs expérimentés n'est pas un tour de passe-passe spectaculaire. C'est de faire de petites choses au bon moment pour éviter de grands problèmes plus tard. L'avion est le même pour tout le monde, la destination aussi. Ce qui change entièrement, c'est l'expérience du voyage lui-même.